Alors, première question, pourquoi est-ce que l'assurance maladie est-elle invitée à une table ronde sur la qualité? Il y a un petit côté, mais de quoi se mêle-t-elle, quoi? Donc, je vous remercie quand même de nous avoir invités, parce que l'assurance maladie, ça l'intéresse évidemment la qualité. Pourquoi? Parce qu'on est, donc ça c'est la définition un peu triviale et immédiate, on est les financeurs et donc à ce titre, comme ça a été montré tout à l'heure, la partie efficience qui fait partie des petits pétales de la marguerite, c'est voilà, un pétale en soi et donc à ce titre, comme on est financeur, ça nous intéresse. Ça nous intéresse aussi puisque comme dans tous les systèmes de santé performants au monde, il y a de la rémunération qui est fondée sur la qualité. Et donc, finalement, tous les autres pétales de la marguerite, le fait qu'il y ait en face un financement, alors à calibrer, etc., mais c'est quelque chose maintenant qui est entré dans la pratique des grands systèmes de santé. Après, l'assurance maladie, elle n'est pas uniquement financière. Donc, c'est vrai qu'on nous voit toujours comme l'argentier très, très près de ses sous et dont le principal objectif est de réduire au maximum sa dépense. C'est pas ça notre boulot. L'objectif de l'assurance maladie, notre éthique, la raison pour laquelle on est là, c'est d'assurer un égal accès à la santé pour tous. C'est ça notre travail. C'est pas de réduire la dépense, c'est de faire en sorte que chacun des assurés sociaux ait un égal accès à la santé. Il y a une santé de qualité. Et donc, c'est pour ça que la politique publique de l'assurance maladie, c'est ce qu'on appelle l'universalisme proportionné, ce que vous connaissez, c'est-à-dire pour tout le monde, et puis encore plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, c'est ça notre politique. Et donc, à ce titre-là, l'assurance maladie, elle est aussi garante de la qualité du système de santé pour l'ensemble des assurés. C'est important parce que vous avez des systèmes de santé, notamment quand vous regardez le système de santé américain, finalement, vous avez le système public qui s'attache à garantir, à financer une partie des soins pour une partie de la population, les plus précaires. C'est un peu le modèle anglo-saxon. Quand on est dans un système universel, aujourd'hui, les dépenses d'assurance maladie, enfin en tout cas les dépenses maladie en France, elles sont à 90% mutualisées et à 80% mutualisées par l'assurance maladie. Donc on a, si vous voulez, nous, assurance maladie, on a comme objectif et comme mandat de la part de notre conseil, le conseil de l'UNCAM, notre mandat, c'est la défense des assurés, de leurs droits et de leur santé. Donc c'est ça le travail de l'assurance maladie. Il y a ce titre, évidemment, on doit défendre la qualité. Alors ensuite, la question, c'est de savoir qui définit la qualité. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas nous, et on ne pense pas que c'est nous qui devons la définir. Et donc là, l'assurance maladie, elle est entre guillemets, elle est payeur, elle est opérateur, mais ça n'est pas une instance scientifique. Et à ce titre-là, ça n'est jamais nous qui fixons les indicateurs de qualité. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que la qualité, ça ne fonctionne que s'il y a des référentiels scientifiques. Et d'une certaine manière, on essaie, nous, de faire en sorte qu'il y ait une séparation très claire entre ce qui relève de la recommandation scientifique indépendante, et donc qui est notamment, qui provient de la Haute Autorité de Santé, et ce que nous, ensuite, on applique, c'est-à-dire qu'on attend que les recommandations de la Haute Autorité de Santé arrivent, ou parfois on demande l'autorisation à la Haute Autorité de Santé de faire des choses, on l'interroge, mais ensuite, nous, d'une certaine manière, notre travail à nous, c'est de faire en sorte que les recommandations de la Haute Autorité de Santé, elles soient correctement appliquées. Pas uniquement pour des questions de financement, mais parce qu'on est garant aussi de la qualité et de l'application de la qualité dans le système de santé. C'est très important aussi pour vous dire que le contrat qui lie l'assurance maladie avec les professionnels de santé conventionnés, heureusement la plupart, alors les professionnels qui sont en secteur 3 ou je ne sais même pas comment ça s'appelle, évidemment, bon, ce n'est pas nos partenaires, mais l'essentiel quand même des professionnels de santé et des médecins sont des partenaires de l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'on est d'accord, vous et nous, pour construire ce système solidaire qui permet à chacun d'avoir un égal accès à la santé et donc d'introduire de la qualité. Et à ce titre-là, l'assurance maladie, elle va déployer un certain nombre d'outils pour que les recommandations scientifiques de qualité qui sont proposées par les autorités scientifiques, elles puissent se diffuser d'une certaine manière dans le système. Alors, quels sont nos outils pour faire appliquer la qualité ?
Alors, on a un premier rôle qui est assez, enfin, qui n'est pas forcément le plus connu, mais qui est un des plus importants, c'est qu'on a un rôle, entre guillemets, d'influence, de publication, puisque chaque année, on publie un rapport que je vous invite à lire, qui est une petite merveille, parce qu'il contient plein de choses, qui s'appelle Charges et produits. Et donc, chaque année, Charges et produits, c'est 600 pages que l'assurance maladie produit, avec énormément d'études médico-économiques très, très brillantes. On manque un peu de lecteurs, et donc n'hésitez pas à vous plonger dans ces études intéressantes. Cela étant, les destinataires premiers de ces rapports, ce sont le gouvernement et le Parlement, dans le cadre de la préparation du projet de loi de financement pour la sécurité sociale. Et donc chaque année, en juin, nous, on publie nos études et nos recommandations. Et après, le gouvernement et le Parlement décident de s'en saisir ou pas, mais d'une certaine manière, ils prennent des décisions aussi sur la base d'informations éclairées qui viennent de l'assurance maladie, puisque on a, et on y reviendra, pas mal de données qui doivent être portées à la connaissance des décideurs politiques. Bon, le deuxième outil, c'est le conventionnel, je vais y revenir. On a démarré les négos avec les médecins libéraux. Et donc, effectivement, dans la négociation conventionnelle, il y a du financement, et donc du financement à la qualité, donc j'y reviendrai. Il y a aussi le fait que finalement l'assurance maladie, elle est en contact avec les assurés et elle est en contact avec les professionnels de santé. Alors pour ceux qui exercent déjà, ils ont le plaisir d'avoir peut-être déjà rencontré des délégués de l'assurance maladie, de recevoir des mails de l'assurance maladie, etc. Donc c'est pas forcément la partie la plus agréable de votre métier, mais en tout cas nous ça fait partie un tout petit peu de notre boulot quand même. Et puis on a donc on a l'assurance maladie d'une certaine manière, elle a cette capacité de contact, parce que c'est une marque, parce qu'on est connu des assurés, parce qu'il y a 40 millions d'assurés qui ont un compte Amélie, etc., de faire passer des messages. Et donc ça, c'est super important, parce que c'est vrai que quand la haute autorité de santé, mais pas que la haute autorité de santé, j'allais dire quand les instances scientifiques produisent de la donnée scientifique, nous, il faut qu'on soit très réactifs, et surtout, il faut nous utiliser au maximum pour le diffuser. Puisque, quand on envoie des choses, tout le monde ne le lit pas, tous les médecins ne sont pas fans des publications de l'assurance maladie, mais on a quand même une capacité, on est un très gros opérateur, quoi. Et donc, en fait, il faut nous utiliser pour diffuser largement les messages. Et donc, on l'a fait notamment, par exemple, l'ANSM. Quand l'ANSM fait une publication, l'ANSM, ça reste une petite agence qui fait des publications hyper intéressantes en matière de pharmacovigilance. Et donc, nous, l'assurance maladie, on essaie d'être un relais le plus efficace possible de ces recommandations scientifiques. On a aussi, sur la qualité, le numérique en santé. Je n'aurai pas le temps de le détailler ici, mais si vous avez des questions derrière, c'est évidemment fondamental. Donc l'assurance maladie, c'est elle qui porte mon espace santé, tout ce qui est en train de se passer autour du Ségur. Donc on est encore dans une phase de transition, mais d'ici quelques mois maintenant, on aura un système de santé qui sera quasiment totalement interopérable, avec pour vous la possibilité d'avoir un DMP, un dossier de votre patient, qui sera complété par l'ensemble des professionnels de santé, et donc une fluidification, une qualité du parcours patient qui sera évidemment améliorée. Et puis après, il y a plein d'autres manières pour nous d'agir en faveur de la qualité, toujours de manière indépendante. Et donc, par exemple, le fait qu'on finance l'EBM, et donc toutes les recommandations qui sont produites, les synthèses qui sont très utilisées par les médecins généralistes, notamment ceux qui sont attachés aux recommandations scientifiques. Alors nous, on n'intervient jamais évidemment sur le contenu, mais en revanche, évidemment, on soutient cette initiative, puisque on a besoin, nous, assurance maladie, que les scientifiques aient accès à de l'information scientifique. Alors, très rapidement, je vais passer sur la convention, juste pour vous dire un peu la manière dont on essaie de présenter les choses vis-à-vis des médecins. Encore une fois, nous, c'est pas nous qui produisons des indicateurs de qualité, c'est pas notre job. On produit pas de référentiel scientifique, c'est pas notre rôle institutionnel, et par ailleurs, on n'est pas légitime pour le faire. En revanche, ce qu'on a, donc on dispose des référentiels scientifiques qui sont produits par d'autres, et puis on a les fameuses données du SNDS sur lesquelles je reviendrai. Et donc sur la base de ces données, on peut nous porter des constats. On peut porter des constats à titre collectif et porter des constats à titre individuel. Et donc là, dans cette première phase qu'on a engagée avec les médecins libéraux, on leur expose des données. Donc on a eu un premier
Donc vous le voyez là, c'est un peu les 4 axes de la convention médicale. Je ne vais pas y revenir, mais vous avez bien la pertinence et la qualité des soins qui est notre objectif numéro 2 après l'attractivité. Je vous invite à aller sur le site amélie.fr que vous connaissez par cœur, mais sur lequel on a ouvert une nouvelle rubrique qui s'appelle les négociations conventionnelles et les négociations au fil de l'eau. Vous avez énormément de documentation de l'assurance maladie. Et donc là, la posture dans laquelle on est, c'est de dire, voilà, on va prendre les différents sujets, on va vous montrer nos données et voilà, à vous de réagir d'une certaine manière par rapport à ces données. Alors les réactions sont différentes. Il y en a qui sont très attachés aux recommandations scientifiques et donc que ça peut interpeller. On a aussi des interlocuteurs qui considèrent que chaque médecin, chaque patient est différent et que finalement chaque médecin est libre de sa pratique et qu'il n'y a pas de normes qui... Bon, donc ça c'est encore autre chose, mais ça on gère. Mais en tout cas pour les professionnels qui sont attachés à l'EBM, on essaie nous de mettre en évidence, de donner à voir ces données. Donc, très rapidement, je vais passer, c'est juste pour vous donner envie d'aller sur le site. Donc, je vais les passer très rapidement pour ne pas les détailler parce qu'on n'a pas le temps, mais pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Donc, sur les patients atteints de pathologie chronique, ça a été dit. Donc là, on a fait des éléments sur les hospitalisations évitables avec notamment l'insuffisance cardiaque qui arrive en très haut. Vous avez des choses ici sur le diabète et les écarts aux soins. Le fait qu'on ait un tiers des patients diabétiques qui sont dépistés au stade 3 de la maladie, donc au moment d'une hospitalisation. Des éléments, des indicateurs de suivi sur l'insuffisance cardiaque et le fait qu'on a beaucoup d'insuffisants cardiaques qui ne voient pas de médecin dans l'année. Sur la maladie rénale chronique, on a là encore mis en évidence un certain nombre d'éléments de dépistage et de traitement. C'est-à-dire qu'on a, à chaque fois, on dit voilà quelle est la reco de la Haute Autorité de Santé, voilà nous ce qu'on voit dans nos données, ni plus ni moins. Donc on pourra appeler d'une certaine manière les médecins à réagir. Sur la BPCO, ça a été beaucoup évoqué, donc j'y reviens pas. On a aussi la même chose sur le médicament, donc on revient sur, on a présenté déjà des éléments sur les antibiotiques, éléments que vous connaissez par cœur. On s'est beaucoup amélioré en France, mais on n'est pas hyper bon. On a aussi mis en évidence un certain nombre d'éléments sur les IPP, donc on a repris les recommandations de la Haute Autorité de Santé. On a dit voilà nous ce qu'on constate en matière d'IPP, donc on considère que, en tout cas par rapport au référentiel scientifique qui aujourd'hui constitue la norme, il y a des décalages. Et donc là, vous avez aussi d'autres exemples sur l'Ozempic, c'est connu. Vous avez des choses sur les antalgiques, évidemment, et puis là, sur l'Entresto. Sur les benzos, tout ça c'est connu, la polymédication. Donc on a mis pas mal d'éléments qui sont des éléments de constat que nous on peut faire sur la base de nos données. Là vous avez les molécules qui sont les plus prescrites. C'est intéressant, ça a pas mal fait réagir parce que ce tableau-là sur les spécialistes, il est sorti sur les réseaux sociaux. Il a fait assez réagir, notamment sur les produits qui coûtaient plus cher. Mais bon, voilà. Donc nous, pour l'instant, on ne fait pas de commentaires. On présente ces données-là. Pareil sur la biologie. Donc on a rappelé les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la vitamine D. Ce que nous, on constate en matière de dosage de vitamine D, avec voilà, en tout cas, ce qui par rapport au référentiel scientifique connu de l'assurance maladie, ça peut être considéré comme une surconsommation. Pareil sur la vitesse de sédimentation, où on a un décalage entre ce qu'on constate, nous, dans la consommation de soins et ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé, donc qu'on a rappelé là. Voilà, donc tout ça pour dire que donc ça c'est la première partie sur la pertinence et la qualité. Donc on a présenté parcours de soins, médicaments et biologie. On a une prochaine séance la semaine prochaine ou dans 2 semaines où on va regarder les arrêts de travail, tous les actes infirmiers et de kiné et la partie LPP et dispositifs médicaux et la partie transport. Voilà. Donc pour l'instant l'objectif c'est on donne ces données-là. On donne ces données-là avec, j'allais dire, un double objectif. Un objectif qui est de construire quelques programmes, on va dire, de qualité et de pertinence avec les syndicats. Et donc d'identifier les quelques sujets sur lesquels, effectivement, on est d'accord pour se dire qu'il y a entre guillemets, il y a un écart trop important par rapport à la recommandation scientifique et il faut qu'on fasse un effort collectif avec en face des outils sur lesquels on discutera, mais des outils qui peuvent être des groupes qualité, etc.
Et puis ensuite, il y a le sujet de la ROSP. La ROSP que vous connaissez, hein, qui est finalement la rémunération individuelle sur objectifs de santé publique, qui a plein de défauts, qui a plein de qualités, mais aussi plein de défauts, et qui a notamment comme défaut le fait finalement d'être assez peu lisible, parce que vous recevez en fait un montant chaque trimestre, mais sans trop savoir comment c'est calculé. Et donc c'est là où on arrive sur quelque chose de très important, qui est de se dire finalement dans ces indicateurs qui vont être retenus, à la fois les indicateurs collectifs et les indicateurs individuels, ils n'ont pas tous vocation déjà à faire l'objet d'une rémunération, et ça c'est très important. Je pense qu'il faut qu'on soit, nous, davantage assurance maladie dans une démarche qui soit une démarche d'abord de transparence, c'est-à-dire qu'on a plein de données. Et ces données-là, il faut qu'on puisse vous les donner à la fois sur votre pratique collective et sur votre pratique individuelle, parce que ces données, elles vous intéressent à la fois pour vous comparer par rapport aux autres, elles vous intéressent aussi dans l'absolu, patient par patient. Vous savez qu'on a engagé cette année une action où on envoie la liste des patients, par exemple, non dépistés du cancer colorectal. Et donc, alors, il y a eu des discussions sur est-ce que c'était les bonnes données, etc. Je vais y revenir. Mais en tout cas, c'est un outil qui aide. Et donc, le fait d'avoir, à un moment donné, pour l'assurance maladie, la possibilité de vous renvoyer une forme de tableau de bord avec un certain nombre d'indicateurs, et donc, voilà, le reflet de ce que nous, on voit de votre pratique, sachant qu'après, voilà, la question de savoir s'il faut mettre de la rémunération, c'est presque secondaire. C'est ça qu'on discutera avec les syndicats, mais c'est presque secondaire. Se pose la question du coup de la construction de ces indicateurs. C'est la construction de ces indicateurs, ça ne peut pas être que nous. Par définition, la construction d'indicateurs de qualité, c'est scientifique. Donc c'est des choses qui doivent être faites avec le CMG, avec toute la communauté scientifique universitaire que vous représentez. Un indicateur, il n'est jamais parfait. Donc il faut qu'il soit défini, pertinent, qu'il soit qu'il soit incontestable d'une certaine manière d'un point de vue scientifique. Et ensuite, il faut qu'il y ait une compréhension aussi de ce qu'est la donnée derrière cet indicateur. Donc moi, je passe ma vie à répondre sur les réseaux sociaux ou dans des congrès, etc., à des gens qui disent « mais les données de l'assurance maladie sont fausses ». Alors non, les données de l'assurance maladie, elles ne sont pas fausses. Les données de l'assurance maladie, c'est des données qui ont leurs limites. Qu'est-ce que c'est? C'est les données de remboursement, c'est les données du PMSI, donc qui sont issues de l'hôpital. Et effectivement, on ne voit pas tout. Alors, pour un système de santé, on est quand même un des systèmes de santé les plus éclairés en matière de données. Donc, on a quand même pas mal de choses. Et il y a beaucoup de choses qu'on voit, il y a beaucoup de choses qu'on peut restituer en matière de données de santé. Donc, il faut qu'on soit tous conscients quand on définit des indicateurs, que c'est des indicateurs sur la base des données qu'on a, et donc il y a une partie des données sur lesquelles on peut être aveugle. Par exemple, la vaccination, en ce moment, il y a le sujet de la vaccination HPV, la vaccination HPV dans les collèges. Nous, on ne peut pas la tracer à titre individuel, parce que le SI, il n'existe pas encore, mais c'est pas pour ça, on n'allait pas dire, désolé, lancez pas la campagne maintenant sur le HPV, parce qu'il faut attendre 3 ans que l'assurance maladie soit prête pour faire le tracing. Non, bon. Donc ces données-là, c'est des données qui manquent. Donc c'est pas un système qui est parfait, mais c'est un système qui est quand même suffisamment riche pour éclairer les médecins sur leur pratique et pour qu'on puisse construire ensemble de manière scientifique des indicateurs qui sont pertinents. Mais, et donc là je fais le lien avec ce qui va être dit juste après, évidemment ces données, elles ont vocation à être enrichies. Et donc les données de remboursement, c'est bien. Les données de la recherche sur soins primaires, c'est, j'allais dire, encore mieux. Et donc, tous les travaux qui sont en train d'être conduits en matière de recherche en soins primaires et la constitution de données par les professionnels, pour les professionnels qui ont vocation à alimenter le SNDS, évidemment, ça va être quelque chose d'extrêmement puissant, puisque ça va vous permettre d'avoir une vision encore plus large sur votre pratique et donc que vous puissiez définir des indicateurs de qualité qui soient encore plus incontestables. Je termine, puisqu'il est déjà tard, en disant peut-être une toute petite conclusion sur la qualité et la quantité. C'est vrai qu'on oppose souvent, enfin dans la vie en général, c'est quantité ou qualité, est-ce que c'est qualitatif, quantitatif, bon. Et donc c'est vrai, en amitié, en amour, dans la famille, dans sa vie pro. Bon, il n'y a jamais de bonne réponse qualitatif ou quantitatif. Il faut essayer de trouver la bonne balance entre les deux. Alors, ce qui est sûr, c'est que du point de vue des médecins, on nous a souvent reproché, peut-être à raison, que finalement l'assurance maladie, elle avait une vision très très comptable et très quanti. Il faut de l'acte, il faut de la productivité, etc. Alors, pour vous dire aujourd'hui, c'est important, donc je profite de cette tribune pour vous le dire, nous on est absolument convaincus à l'assurance maladie que ce qui prime, c'est la qualité, et que c'est quand on fait de la qualité que le besoin quantitatif baisse. Et quand vous passez
plus de temps avec un patient, quand vous passez du temps qualitatif avec un patient, eh ben, il y a moins de demandes de soins derrière, il y a moins de prescriptions, etc. Donc ça, c'est une conviction qui est... Donc c'est une conviction qui est vraiment très forte. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a une petite erreur dans la dernière discussion conventionnelle avec un coup de projecteur trop fort mis sur les soins non programmés, etc. En fait, le sujet, c'est pas celui-ci. Le sujet, c'est pas celui-ci. Et d'ailleurs... Et d'ailleurs, quand vous regardez les 4 axes de la Convention, de notre nouvelle lettre de cadrage, cela n'apparaît pas, puisque ce qui est important, c'est la relation de qualité entre un médecin traitant et un patient. Cela étant... J'hésite un peu parce que c'est vrai que ça terminait bien là. Non, cela étant, évidemment, et là je reprends à la première casquette, comme on est, nous, garants d'un égal accès à la santé de tous, on ne peut pas, nous, d'une certaine manière, subventionner, ou en tout cas encourager un système à 2 vitesses, c'est-à-dire un système où certains auraient accès à un médecin traitant et à une médecine de qualité, et de l'autre côté, un système où des patients n'auraient pas de médecin traitant, et donc devraient avoir recours à de la téléconsultation ou à je ne sais pas trop quoi. Donc ça, à la fin des fins, même s'il y a une réponse qui est une réponse de qualité, et ça j'en suis absolument persuadée, et c'est la qualité qui va permettre de faire baisser la quantité, on a quand même un enjeu collectif, et je pense que la médecine générale est à un tournant, on a un enjeu collectif face à l'afflux de patients, et notamment des patients en affection longue durée, de savoir comment ces patients-là, on arrive à les suivre correctement. Et il y a plein d'innovations organisationnelles, de choses hyper intéressantes qui peuvent être faites, et c'est pas parce qu'on fait un peu plus de quantité dans des organisations repensées, intelligentes, qu'on fait toujours de la moins bonne qualité. Voilà. Merci beaucoup.